Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. J'ai aujourd'hui la joie, l'honneur et le privilège de recevoir le grand industriel français, l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, soyez le bienvenu et merci de me recevoir. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Kierkegaard, du philosophe Kierkegaard, qui, pour se présenter, soulignait, je le cite, « Je suis ce que je choisis d'être ». Et vous, Pierre Gattaz, qui êtes-vous? Alors moi, je suis un ingénieur télécom d'origine. Je suis un industriel. Je revendique d'être un industriel. Je suis fier d'être un industriel, en ayant gardé 4 usines historique du groupe familial Radial que j'ai repris il y a 30 ans, créé par mon père et mon oncle en 52. Je suis arrivé en 92 et depuis, on a gardé nos 4 usines en France, on les a développées et on en a rajouté 9 au total dans le monde. Donc le groupe a beaucoup grandi. On fait des composants électroniques, vous en avez derrière, des petits connecteurs qui se connectent, qui connectent le monde, qui connectent, c'est des connecteurs coaxiaux, c'est des multicontacts, ça va dans la fibre optique, ça va dans les radars, ça va dans les avions, ça va dans l'automobile. Donc on fait ça depuis 70 ans et on est un des champions de la connectique au monde dans l'aéronautique et dans la défense. D'accord. Voilà. Avant d'approfondir la réflexion de manière philosophique, quelle est selon vous, non pas comme les autres voient, mais votre plus belle qualité? Je pense que je suis un tenace et je suis libre. En fait, j'appartiens à aucun réseau. Voilà, donc je suis sur mes convictions profondes. J'ai une foi dans l'être humain, dans l'homme, dans la vie, et puis j'avance. Et puis j'ai des convictions fortes, je pense, sur l'économie de marché, sur les bienfaits de l'économie, sur le fait que pour apporter du bien-être aux gens ou à l'environnement, il faut que l'économie marche. En France, on a eu beaucoup de mal avec cette histoire d'économie, on l'a maltraité, on a maltraité les usines, on a maltraité les entrepreneurs pendant 40 ans. Ça m'a fait souffrir. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon combat, je suis passé par les cases syndicats professionnels, et puis ensuite le MEDEF. Et ils m'ont élu au MEDEF à un moment où c'était un peu compliqué avec François Hollande au pouvoir. Et puis finalement, ça s'est pas mal passé, puisque je ne dis pas que j'ai converti François Hollande à la politique de l'offre, mais je pense qu'il a écouté, que son gouvernement a écouté, Manuel Valls a écouté. Il a écouté quoi? Il a écouté le fait que tous les pays qui réussissent au monde, les 20 premiers en PIB par habitant, c'est 20 pays qui ont fait attention à ses entreprises, à son économie. Donc c'est aussi bête que ça en fait. Alors nous on intellectualise, on fait de la... J'adore les philosophes comme vous et je me nourris de philosophie, mais parfois, si vous voulez, le bon sens paysan est important aussi. Ce qui est important de garder les pieds sur terre. Je crois que c'est très important. Pierre Gattaz, vous définissez comme tenace, comme libre. Vous faites la transition avec ma question suivante, parce que comment, en tant que patron, en tant que leader, vous arrivez à rester libre tout en prenant compte des contraintes économiques de l'entreprise? Alors, en fait, c'est très simple. Vous savez, l'économie de marché, on n'a pas inventé, c'est ce qui est moins mal en fait. On cherche des meilleurs systèmes, moi j'en connais pas. Donc je dirais que c'est le moins mauvais système qui existe. Bon, ça part de quel principe? Ça part du principe qu'il faut développer du chiffre d'affaires, donc par l'innovation, par des services, par des produits qu'on propose aux gens, aux hommes, pour trouver des systèmes pour régler les problèmes d'environnement, et que ce chiffre d'affaires doit être supérieur aux dépenses, pour faire du profit. Bon, et ce profit est nécessaire pour avancer, et pour se développer, pour investir. Donc je dirais que c'est une équation, mais hyper basique. Bon, et à partir de là, on fait ça avec des hommes et des femmes. Je suis très sensible aux communautés humaines des entreprises. Je dis toujours à mes salariés qui sont dans mes usines en France, que je fais vivre des foyers, j'essaye de les chouchouter, de les motiver, mais je leur dis je ne pourrais pas vous garantir l'emploi à vie. Parce que le monde économique est un monde où il y a des hausses, il y a des baisses, il y a des crises. Bon, et nous à Radial, en 70 ans, on a dû connaître, moi j'en ai connu en 30 ans, j'en ai connu 5 crises.
Mais par contre, je ne peux pas vous donner l'employabilité, mais par contre, je peux vous donner une employabilité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez passé 6 mois, 1 an, 6 ans, 10 ans, 20 ans à Radial, et ben vous allez progresser. Et moi, c'est ma plus grande fierté que vous progressiez. Que vous progressiez comme ouvrier, comme ingénieur, comme commercial, comme administratif. Parce que s'il y a un problème avec une usine à Radial et que je suis obligé de vous licencier, et que vous-même voulez partir, et ben vous allez pouvoir rebondir facilement. Vous n'allez pas être 3 ans au chômage. C'est ma plus grande fierté, c'est ce que je dis à mes salariés. Je ne peux pas vous garantir l'employabilité, je peux vous garantir une amélioration de votre employabilité. Donc je me bats pour que mes salariés, mes équipiers, progressent, soient toujours en formation sur l'IA, sur des tas de technologies nouvelles, sur des nouveaux systèmes de décolletage, de traitement de surface, enfin, tous les produits et les technos qu'on utilise dans l'industrie. Donc voilà, j'ai l'association entre les hommes, la motivation des hommes, leur performance, le chiffre d'affaires qui augmente, donc des clients contents, et les actionnaires qui ont pris des risques en mettant de l'argent ou en le gardant dans la société. Donc c'est win-win-win, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Oui. Des clients heureux, avec des salariés épanouis, et des profits pour l'entreprise et pour les actionnaires. Alors c'est une trilogie de base. Trilogie, mais qu'est-ce qui fait l'épanouissement de vos salariés? Alors je crois qu'il faut bien les traiter. J'essaie de bien traiter mes salariés. C'est pas facile, parce qu'il y a des moments où on a des crises. Mais je me suis aperçu que quand on traitait bien ses salariés en période de croissance, comme sur un bateau dans les alizés. C'est ça, oui. L'équipage est heureux, on met le spi, il fait beau, on est sur le pont, l'équipage est heureux, ça marche, bon. Et puis il y a une tempête, il y a 3 jours de grain. Bon, et ben je me suis aperçu quand on traitait bien son équipage en période de croissance, l'équipage se resserrait autour du capitaine et autour du bateau en période de crise. Donc moi je dis, on a passé des crises qui étaient parfois difficiles. La crise en 2001 de l'explosion de la bulle Internet, on a pris plein la figure. Le Covid récemment avec l'aéronautique, on a pris plein la figure. Et ben on a été obligé de licencier les gens le plus humainement possible, avec des chèques, avec des accompagnements pour qu'ils rebondissent, etc. Mais l'équipage est resté solidaire parce que on en a vu d'autres. Et bien on avance et puis là c'est reparti et tout le monde est content. Donc je crois que c'est bien traiter les gens, c'est leur faire confiance, c'est une communication de confiance. Moi je crois beaucoup à la confiance dans l'entreprise, d'une façon générale avec les êtres humains. Avec nos clients il faut avoir des discours de confiance. Avec nos salariés il faut avoir des discours de confiance. Quand ça va mal il faut le dire. Ce qu'on attend d'eux, il faut les rassurer. Parce qu'un salarié par rapport à son patron il attend quoi? Il attend une vision dans le futur et quand même d'avoir moins peur. Oui, le patron, il doit rassurer ses équipes, mais il doit montrer un chemin. Bon, et quand il y a de la confiance, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber les gens, qu'on ne sort pas la hache méchamment. Je veux dire, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Anglo-Saxons, on est des Latins, on est des Français, et puis on est une boîte familiale. Donc nous, on fait attention à nos équipes. Alors après, il faut être capable de prendre des décisions impopulaires. Et c'est là où, je leur dis toujours, c'est le management moderne, je pense, c'est de la bienveillance, mais c'est de l'exigence. C'est pas que le maître, il y a des résultats à produire. Donc si vous arrivez à mettre en musique cette exigence dans la justice, et la bienveillance par la confiance, par l'aide, et ben cette alchimie fonctionne et vous arrivez à avoir des gens formidables qui accompagnent le bateau Radial et en qui vous pouvez faire confiance et qui vous donnent leur confiance. Et je crois que cette alchimie, elle est pas facile, elle est un peu longue, elle se met en place et avec le temps, on avance ensemble. Parfois c'est du 4x4, parfois c'est la tempête. Ben voilà, quand vous traitez bien les gens en croissance et que vous les traitez quand même bien en tempête, eh c'est réciproque. Ça donne envie d'entrer dans le bateau Radial. Mais je m'occupe beaucoup d'étudiants. Ouais. Et aujourd'hui, en tant que patron, Pierre Gattaz, quand vous recevez un étudiant ou une candidature pour entrer dans votre industrie, qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que c'est ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils sont? Alors, c'est la niaque. C'est l'étincelle dans les yeux. Non, mais franchement, c'est l'étincelle dans les yeux. Je m'en fous du diplôme. D'ailleurs, je ne sais même pas quels sont les diplômes de mes collaborateurs directs, de mes directeurs. J'ai une vague idée. Lui, il est ingénieur.
l'autre est plutôt commercial, le troisième est plutôt gestionnaire, mais je m'en fous. Enfin, et en fait, ce qui m'importe, c'est c'est l'étincelle dans les yeux. Donc le type, il a la niaque, il a envie. Il a envie de se défoncer, il a envie de participer à l'aventure radiale, il a envie de bosser avec moi, et moi de bosser avec lui. Bon, s'il y a cette petite alchimie, cette alchimie, encore une fois, ou cette étincelle, je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai monté une association qui s'appelle Y Croire et Agir il y a 5 ans, qui aide des chômeurs longue durée des territoires à rechercher un emploi, à trouver un emploi ou à créer leur boîte. Et je leur dis toujours, quand vous allez voir un patron, suscitez l'envie, regardez dans les yeux, souriez, soyez un peu enthousiaste, venez à l'heure, venez propre, machin. Mais si vous avez une passion dans un métier particulier, de quelque chose, exprimez-leur. Et ils verront l'envie. Et c'est le savoir-être, quelque part, qui est important. Le savoir-faire, il s'acquiert. Alors, quand vous cherchez un ingénieur aéronautique dans les matériaux, bien sûr, vous allez prendre un ingénieur qui a fait des matériaux, si on peut. Mais parfois, je préfère avoir des gens moins diplômés, mais plus niaqueux, comme on dit, que l'inverse. Parfois, les surdiplômés, je suis désolé, ils n'avancent pas forcément à la bonne vitesse, ils sont super cérébraux, très bien, bravo, mais on a besoin que ça pulse un peu, qu'il y ait de la niaque, qu'il y ait un peu d'élan, qu'il y ait un peu d'énergie. Et comment expliquez-vous aujourd'hui le manque, d'une certaine manière, il ne faut pas en faire une généralité, mais le manque d'engagement de la nouvelle génération? Ils ont peur du travail, ils ont peur de son mot travail. Et quelle valeur donnez-vous au travail? Quels sont... Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le Covid, en fait, a bousculé un peu les repères des gens. Ça va revenir. Moi, je suis assez optimiste. On a appris aux gens de rester chez eux, avec un salaire à 80%, 90%, sans rien faire. Bon. Et je pense que pendant quelques mois, ça a duré quelques trimestres même, ça n'a pas donné... les gens se sont retrouvés en famille, se sont retrouvés dans la nature. C'était plutôt pas mal de faire ça. Mais après, c'est back to reality, c'est back to basics. Back to basics, c'est qu'il faut qu'on bosse, c'est qu'il y a un moment, il faut bosser quand même, parce que ça ne peut pas être éternel comme ça. Hein. Donc en fait, moi, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de faire un travail qui leur plaise. Quitte à s'emmerder, entre guillemets, 8 à 10 heures par jour, autant ne pas s'emmerder, et donc de faire un travail qui plaît, dans une boîte qu'on aime, avec un patron qu'on apprécie. Et là, je pense que ça, c'est gagné, parce qu'on n'a plus l'impression de bosser. On va au bureau en travaillant, ou à l'usine en souriant, et je pense que c'est ça qui est important. Donc cette jeune génération, je ne sais pas trop, c'est vrai qu'il y a peut-être un équilibre un peu plus important entre la vie familiale et la vie professionnelle qu'on voit dans les générations Z. C'est ça, je ne sais pas s'il y en a d'autres, alpha, bêta, gamma, je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais moi, je respecte cet équilibre entre la famille et le travail. Je respecte. Donc je pense que si quelqu'un est capable de faire 8 heures par jour, ou ce qu'il faut, en étant bien concentré, en délivrant, et d'avoir un équilibre de vie par ailleurs, je pense que c'est important, parce qu'il tiendra longtemps la route. Hein, donc j'accepte ça. Et alors peut-être une autre question, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de complètement révolutionner quand même toutes nos habitudes et nous déstabilise. En tant que patron, Pierre Gattaz, comment accueillez-vous l'IA et finalement faites-en un outil où c'est... Alors, il y a deux grandes révolutions actuellement. Il y a l'environnement et il y a l'IA. Voilà. Le digital est une révolution en cours, toujours présente. L'environnement, pour moi, c'est des sources de marché, d'innovation, de recherche. Donc, quelque part, je me dis, l'environnement, on peut trouver des solutions par l'innovation et la recherche à remplacer tous les gaz polluants, tout le pétrole, etc. Ça va se faire en mettant des choses de plus en plus électriques, en recyclant l'or, les cuivres, etc. Nous, on bosse là-dessus beaucoup sur Radial, avec mes salariés, pour trouver des choses qui polluent, qui sauvegardent le climat, qui recyclent. Donc là, on a des gros travaux sur ce sujet avec mes salariés, mes collaborateurs et avec nos sous-traitants, nos fournisseurs. Sur l'IA, on a une démarche un peu identique. C'est-à-dire, en fait, ça nous est tombé dessus il y a quelques années. Bon, ça évolue très vite. Pour moi, c'est des outils formidables de productivité. C'est-à-dire qu'en fait, on va confier à l'IA des choses soit répétitives, soit complexes à faire. Et ça va, pour moi, ça va nous décharger du temps.
Donc je vois ça de façon très positive. À partir du moment où on arrive à maîtriser ces outils, il y a plein d'outils qui se mettent en place. Ce qui me gêne un peu, c'est que c'est très américain, parce que j'aurais bien aimé que des boîtes comme Mistral ou d'autres se mettent en œuvre. Bon, mais moi je vois ça comme quelque chose de positif pour nous tous, pour des ménages, pour des étudiants, etc., pour nous aider à être plus rapide, plus efficace, plus productif. Donc je vois ça comme ça. Après, donc j'ai mis en place dans ma société radiale une petite task force autour de mon directeur informatique qui a enfourché le thème de l'IA pour voir où est-ce que l'IA peut nous aider sur améliorer des process, raccourcir des process, simplifier des process, améliorer la productivité des gens, les aider. Donc c'est un ongoing process, comme on dit en anglais, qu'on va mettre en œuvre sur plusieurs années. C'est pas instantané. On va tester des outils dans le commercial, dans le champ de la technique, dans le champ. Voilà, on va tester des tas d'outils. On va regarder et puis on va essayer de surfer avec ces outils, avec les fournisseurs, qui vont nous permettre d'avancer à la meilleure vitesse qu'on puisse. Donc je vois comme ça. Alors après, bon, il y a bien sûr les dangers de l'IA. J'allais venir là parce que je me dis, est-ce que l'IA n'est-elle pas en train, d'une certaine manière, de déshumaniser l'humanité, de couper les relations sociales, parce que du moment où il n'y a plus de relations sociales, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de lien. Alors moi, je vais vous dire, j'ai une théorie assez simple là-dessus. Je pense que plus on va faire de digital, plus il faudra humaniser les relations. Oui, vous voyez, je pense que, et plus on va faire d'IA, plus on aura besoin de contact humain par ailleurs. Moi, je suis une génération peut-être un peu plus ancienne que tous les jeunes qui nous écoutent, comme les enfants qui vont acheter leurs chaussures sur Internet, etc., ou qui font leur voyage. Moi, l'autre jour, j'ai essayé de me faire un voyage au Pérou avec ma petite famille pendant 10 jours. J'ai mis 3 dimanches après-midi et j'en pouvais plus. Ah oui, j'en pouvais plus. Donc j'ai été voir ma petite agence locale. En 10 minutes, j'ai expliqué ce que je voulais. Je veux partir le 7 août, je veux revenir le 17 août, je veux faire Machu Picchu, etc. J'ai un budget. Et voilà, et en un quart d'heure, on m'a tout donné. Avec les prix, etc. Bon, voilà, qu'est-ce que je veux m'emmerder à aller chercher sur Internet des choses où je ne suis pas à l'aise, où les outils changent, évoluent, je ne suis pas dedans. Moi, c'est un effort constant et je pense que plus on va vieillir, plus peut-être les jeunes vont baigner là-dedans et vont être plus à l'aise, mais eux-mêmes vont vieillir. Et je pense qu'on aura besoin d'interface humaine. Et mon agence de voyage, c'est son boulot à elle, d'aller chercher sur Internet. C'est son boulot. Elle est payée pour ça. C'est ça. Donc elle me fait l'interface pas homme-machine, mais homme-homme. Et moi, je pense que la vie de demain, on aura des outils comme des pelles, des pioches, etc. Ce sont des pelles, des poches digitales, ce sera de l'IA. Il y aura des champions de l'IA. Et moi, je veux absolument avoir des gens humains en face de moi. Du service, du sourire, du contact, quelque chose qui humanise. Donc moi, je pense que plus on va aller vers un monde digital et d'IA, plus nous, on aura besoin, moi j'ai un énorme besoin de contact. Oui, moi c'est pareil, mais regardez dans les grandes surfaces, les caisses automatiques, ça m'emmerde profondément. C'est terrible. Ça m'emmerde profondément. Et est-ce qu'aujourd'hui, et même moi c'est la même chose, mais est-ce qu'aujourd'hui, et je vois avec la nouvelle génération, on n'est pas en train de se reposer sur l'IA, en disant voilà, l'IA va tout faire, moi je me repose dans mon canapé et puis c'est terminé. Je ne suis pas sûr. Je pense que je ne sens pas le monde. Je pense qu'il y aura une réaction. Les gens ont besoin de. Enfin, je pense, je ne suis pas philosophe, je n'ai pas toutes les compétences que vous avez. Mais moi, je le vois avec mes clients, je le vois avec le Covid, on a été en télétravail, c'est insupportable. Les visios, insupportables. Moi, j'ai fait des visios, il y avait 300 personnes en visio, mais vous devenez dingue. Et vous enchaînez les visios, les trucs, non, mais c'est insupportable, on ne peut pas. Finalement, je ne sais pas à qui l'on parle. L'homme n'est pas fait pour ça. Enfin, pour moi, il est fait pour ça de temps en temps. On peut faire 2 jours de télétravail par semaine, mais pas 5. On a besoin de voir son manager, on a besoin de voir son collaborateur, on a besoin de son client.
Enfin, je pense. On a besoin moi, j'ai besoin de voir les gens que je drive et ils ont besoin de me voir. Oui, Et puis vous sentez en 3 secondes, le type il va bien ou il va pas bien. Vous le voyez pas sur une vidéo, ça. J'ai fait des embauches par vidéo, mais c'est insupportable. Comment voulez-vous m'embaucher et vous n'avez pas le petit truc qui va pas bien, quoi. Enfin, ou le truc qui va très bien. Donc je pense que non, je pense que ça doit rester des aides. Des aides à la décision, des aides de productivité. On leur confie des tâches chiantes, des aides pénibles. Oui, très bien. Et puis nous, ça nous soulage, ça nous permet de réfléchir et d'être et de cultiver cette humanité. Alors peut-être une Je crois beaucoup à l'humanité. Oui, mais alors voilà. Au bien. Vous croyez en l'humanité au bien. Oui. Quelle définition donnez-vous de l'humain? Qu'est-ce qu'un humain pour vous? Eh bien, l'humain, moi, l'humain, c'est quelque chose qui... c'est un être humain. L'humain, c'est une relation qui permet d'avancer, qui permet de construire, qui permet de s'épanouir. Ça doit être du positif, l'humain. Pour moi, c'est du positif. J'entends quelques discours politiques qui m'effraient aujourd'hui. C'est détestez-vous les uns les autres, c'est haïssez-vous, c'est cassez-vous, c'est moche, c'est la haine, c'est la violence, c'est le chaos. Ça me révolte. Ça me révolte. Parce qu'ils détruisent. Moi, je ne suis pas dans la destruction. Je passe ma vie à construire. De construire des équipements, de construire des composants, de construire avec les hommes, de les rendre heureux, de les rendre fiers. L'humain, pour moi, vous savez, c'est quelque part, j'ai revisité la pyramide de Maslow, en fait, le marketing. La première chose dont les gens ont besoin, et c'est vrai pour un Français ou un Européen ou un salarié, c'est la sécurité. Il faut apporter le minimum de sécurité aux gens. Quand ils ont peur, ils votent mal, très mal. Bon. Donc déjà la sécurité. Ensuite, il faut leur apporter un travail. Je pense que le travail est important parce que quand on a du boulot, on s'épanouit dans un boulot, c'est de la dignité humaine. L'homme est fait pour travailler, il n'est pas fait pour glander. Alors on a le choix de glander, moi j'y peux rien, mais la plupart des gens, ils doivent travailler. Ensuite, le travail doit payer, cash in the pocket. Donc quand vous avez les gilets jaunes, canal historique, ce sont des gens qui bossaient beaucoup et qui n'arrivaient pas et ça c'est un problème en France. Le travail doit payer, le travail doit amener du cash, doit amener du pouvoir d'achat. Quand vous avez des niveaux de charges sociales et patronales sur la tête, tel qu'on l'a en France, tel qu'on l'a imaginé, ce n'est plus possible. C'est terrible. Donc moi ça c'est un de mes combats, c'est redonner du revenu, du pouvoir d'achat en limitant et en remodelant le modèle social qui a des bons côtés mais qui est mal géré. Et puis après, vous avez 2 niveaux qui me paraissent très importants. Après la sécurité, le travail, le cash in the pocket, comme je dis, parce qu'il faut vivre, c'est espoir et fierté. Il faut donner de l'espoir aux gens. Moi, à Radial, j'arrête pas de discuter, même dans les crises. C'est bon, on est solide, on va y arriver, on va sortir de la crise. Je ne sais pas quand, mais c'est bon, espoir. L'espoir, ça va aller mieux, les gars. Et la fierté, c'est la fierté d'être français, la fierté d'être européen, la fierté d'être un Radial. Si vous n'avez pas cette culture de la fierté, eh ben, vous voyez, il y a parfois des gens qui ne sont pas fiers d'être français. Je suis un peu gêné. Et encore moins qui sont fiers d'être européens. Moi, ça m'embête parce que quand on veut créer l'Europe de demain, la belle Europe, etc., dont on a tous rêvé, j'ai des gens qui disent moi je suis fier d'être français, mais je ne suis pas fier d'être européen. Donc, il faut être fier. Donc, espoir et fierté me paraissent 2 niveaux très importants pour embarquer une communauté humaine. Que ce soit un club de foot, une pièce de théâtre, une société, une assoce ou une nation. C'est ça. Comment je vois ça Oui, non, mais c'est perso. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. Mais ma dernière question, peut-être, Pierre Gattaz, quel est votre regard aujourd'hui sur l'industrie française? Alors moi, si vous voulez, je suis un des derniers mohicans de la collective française, comme je dis, parce que j'avais dit 20 concurrents il y a 30 ans. Ils sont tous partis, ils se sont démotivés, ils se sont vendus, pour des raisons, si vous voulez, politiques. Et je reviens sur mes combats politiques du MEDEF, c'est-à-dire que l'ISF, alors tout le monde dit l'ISF c'est super, il faut faire payer les riches, les familles, machin. Non les gars, la force de l'Allemagne, c'est les boîtes familiales qui sont restées. La force de la Suisse, c'est des boîtes familiales qui souvent industrielles, souvent dans les territoires. La force de l'Italie, c'est l'Italie du Nord, c'est des boîtes familiales qu'on n'a pas emmerdées, qui ont développé leur truc, qui ont développé leur usine, qui ont développé leur foyer, et qui n'ont pas eu la tentation de vendre et de se barrer.
Nous, on a poussé les gens à vendre et à se barrer. Donc ça m'a écœuré. Donc c'est pour ça que j'ai mené mon combat au MEDEF, difficile, parce que vous êtes sur des postures très politiques et qui a détruit donc les boîtes familiales. Donc on n'a plus que 5000 ETI françaises. Les Italiens, les Anglais sont à 10 000 et les Allemands sont à 12 ou 13 000. Donc ces boîtes familiales sont parties pour des raisons souvent fiscales et de complexité. Du droit du travail compliqué en France. Bon, en Suisse, il y avait un code du travail qui fait 60 pages. Nous, on a 3600 pages. Est-ce qu'il y a la révolution en Suisse? Non, il n'y a pas la révolution en Suisse. Il y a une confiance, il y a une harmonie, il y a 70% des gamins qui sont en apprentissage en Suisse. Nous, c'est 30%. Donc les types sont en bon sens paysan. C'est le travail qui va payer. L'industrie, c'est important. On va exporter dans le monde. Et c'est mon usine, elle est importante à Lausanne. Ben voilà, je dirais, arrêtons de psychoter, là, oui. Et cette culture très intellectuelle française nous a amené là où on est. Donc je reste hyper enthousiaste et optimiste parce que bon, on est descendu à 10% du PIB dans l'industrie. Les Suisses sont à 25%. Hein. Donc on pense que c'est tous les financiers, etc. Mais non, c'est avant tout les industriels, les Suisses. Hein. Je fais un post sur LinkedIn dimanche matin sur le sujet. C'est mon nouveau métier, c'est influenceur. Je rigole. Vous le convertissez dans les... Non, oui, j'aime bien partager avec les gens. Mais tout ça pour vous dire que il faut remonter. Ouais, et on mettra peut-être une génération à remonter, c'est 25 ans. Mais par contre, il faut être tenace. L'industrie, c'est du temps long. On va construire les produits, les systèmes et les services de demain dans l'environnement. Il y a plein de trucs à faire dans l'environnement pour moins polluer, pour mieux recycler, pour accompagner les personnes âgées. Il y a plein de trucs à inventer. Il y a plein de marchés à inventer. Donc, on peut faire des produits. Ce qui est important, c'est la deuxième bêtise qu'on a faite, c'est qu'on a pensé que l'industrie, c'était les Chinois, il y a 30 ou 40 ans. Donc, on a laissé tomber l'industrie complètement. Alors que les Allemands l'ont gardé, les Italiens l'ont gardé, les Suisses l'ont gardé, les Autrichiens l'ont gardé. Et nous, on a dit non, c'est l'économie. Alors, comment ils appelaient ça? Nous, c'est l'économie de l'intelligence. Oh, moi, je regardais le petit composant. Mon petit composant, il était intelligent. Oui, on est très intelligent, bien sûr. On connecte le monde. Faut arrêter avec donc, vous avez eu des gens très intello qui nous ont dit ce qu'il fallait faire. Oui. Et ça, c'est un autre problème de la France, c'est qu'il faut redonner le pouvoir au terrain. Il faut arrêter qu'il y ait un gars ou une équipe là-haut qui nous dise ce qu'on doit faire. Et ça, c'est du top d'amende napoléonien, jupitérien. Nous, on a besoin de revenir aux sources. Et en tout cas, vous nous le permettez, vraiment par vos mots, par votre réflexion. Merci pour votre dynamisme, Pierre Gattaz. Merci de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir. Vraiment, et puis, votre réflexion. Et puis bravo à vos étudiants. Merci beaucoup. Qui sont l'avenir de la France. Exactement. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao. À bientôt.